Et nous voilà partis pour une nouvelle session. Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on va essayer de faire un petit peu la suite de ce que nous avions commencé à la session GDB. À savoir, on va s'intéresser un petit peu aux différentes manières de débugger un programme, de chercher ses erreurs, de chercher des fois à l'améliorer. Et on va faire ça au travers d'un nouvel outil qui s'appelle Valgrind. Alors Valgrind, Valgrind, je vous laisse allègrement vous foutre de mon accent, hein, il n'y a aucun problème avec ça. Je n'ai aucune putain d'idée de comment ce truc se prononce. Alors, pour commencer, on va se placer dans le cadre des erreurs classiques qu'on croise habituellement lorsqu'on code, à savoir le fameux segmentation fault, hein, le fameux accès à une zone mémoire qui ne vous appartient pas. Donc, on va aller vite fait chercher un petit exemple. Hop là. Alors ce coup-ci, vous voyez, j'ai un peu préparé mon stream, hein, les choses arrivent, comme quoi les miracles sont encore possibles. Et voici un petit programme, tout ce qu'il y a de plus simple, c'est-à-dire dans ce programme, nous allons déclarer un tableau, déclarer deux petits entiers, faire l'allocation de mémoire dynamique avec malloc afin que ce pointeur pointe vers un tableau suffisant pour rentrer 10 entiers, une petite boucle de remplissage et on vide le tableau. Alors, vos yeux expérimentés, je n'en doute pas, auront déjà vu qu'il y a une erreur, hein, clairement ligne 13, à savoir que je suis en train de rentrer dans chaque case la valeur j, certes, sauf que cette variable n'a pas du tout été initialisée. Alors, on va même faire un peu plus simple pour commencer. Je vous propose d'attaquer avec un programme sans erreur. Voilà, je vérifie rapidement que cela compile, hein, parce que même si je me suis préparé, je me connais, il vaut mieux être paranoïaque. On va l'appeler test, un autre petit exécutable. Voilà, super, ce programme ne fait donc rien. Enfin, il fait des choses, mais il n'affiche rien. Et nous allons commencer par introduire un petit bug à l'intérieur. Par petit bug, j'entends que nous allons tout simplement oublier de faire le malloc pour voir ce qu'il se passe. Alors, le problème de ce genre d'erreur-là, c'est que vous avez toutes les chances que, alors ici j'ai pas de chance malheureusement, mais que juste pour écrire 10 entiers, le programme ne va pas forcément mourir d'un six-save systématiquement. Hein. Vous pouvez toujours avoir un peu de chance, ça arrive. Donc, mais voilà, nous sommes dans le cas où une erreur a eu lieu, notre programme plante, voilà, avec une erreur de frontière d'adresse, donc un segmentation fault, et on va supposer qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc là, on a deux possibilités. La première, c'est de démarrer GDB comme on l'a vu la dernière fois. On fait un petit run, on voit à quel endroit il plante, on peut faire un BT pour voir un petit peu ce qui se passe. Donc nous sommes dans le main.c à la ligne 13. On se rend compte en effet que c'est bien au premier accès qu'il a eu du mal à exécuter cette instruction. C'est à cette ligne-là que le programme s'est interrompu. Et à partir de là, on peut un petit peu enquêter. Bon, c'est très bien, GDB, ça fonctionne bien, il n'y a aucun problème avec. On va voir ce qu'on peut faire avec un autre outil qui s'appelle Valgrind. Valgrind, c'est pas, j'aime pas trop le nom de un outil, c'est plutôt un ensemble d'outils parce que il sert à plein de choses. Valgrind. Valgrind, il va vous permettre de surveiller votre mémoire, vérifier que vous n'avez pas oublié de malloc, de free, que vous n'utilisez pas une variable qui est non initialisée. Ça arrive aussi. Valgrind, il va également vous permettre de faire énormément d'autres enquêtes sur votre programme. Par exemple, il peut vous dire quelle utilisation vous faites du cache L1, du cache L2 ou L3. Il va également vous montrer le graphe d'appel de vos fonctions, qui appelle qui, combien de temps je passe dans chaque fonction ou dans chaque instruction. Il va vous permettre d'analyser ce qu'on appelle le tas. Voilà, donc bon, je sais, j'insiste pas beaucoup en cours dessus, on n'en a pas trop parlé pour l'instant.
mais il existe deux notions, hein, la pile et le tas. Et donc, ce sont deux espaces mémoire alloués à chaque process qu'il faut surveiller parce que, tout simplement, on peut les exploser. Il va vous permettre de surveiller des threads, de débugger des exécutions multithread. Enfin, il permet de faire énormément de choses. Aujourd'hui, on va juste en gratter un petit peu la surface pour vous montrer ce que ça sait faire. Vous montrer un petit peu les usages les plus élémentaires de Valgrind. Et on va également essayer de vous donner un petit peu envie d'en découvrir plus. Vous allez voir, l'outil est un peu austère. Hein, en termes d'affichage, ça pique un petit peu, hein, on va le dire quand même. Mais en pratique, il est capable de faire des choses que GDB ne pourra pas vous fournir. Donc je pense qu'il faut vraiment connaître au moins, alors maîtriser peut-être pas, vous verrez que moi je suis loin de maîtriser toutes les options ni de GDB ni de Valgrind. Mais l'un comme l'autre, il faut savoir que ça existe, il faut savoir qu'on peut le faire, et puis après, comme d'habitude, hein, on ouvre la doc à la bonne page. Alors, commençons par ma petite erreur ici que je viens de générer avec un malloc qui manque. On va utiliser Valgrind. Alors, on va utiliser Valgrind et plus particulièrement le module de Valgrind qui s'appelle memcheck. Je n'ai pas besoin de le préciser. Théoriquement, je devrais écrire un truc du style j'appelle Valgrind avec l'outil memcheck. Alors, forcément, je vais faire une énorme erreur en le tapant. Voilà. Je vais lui dire que je veux une analyse assez détaillée. Donc, vous avez une petite option qui s'appelle leakcheck, que je vous conseille de mettre à full, et vous donnez votre exécutable. Je vous le rappelle, tout se passera toujours mieux si vous l'avez compilé avec l'option -g, donc si vous l'avez compilé en mode debug, hein, pour avoir les symboles de compilation à l'intérieur de votre exécutable. Voilà, et on a un petit résumé comme ça qui s'écrit. Alors si vous regardez bien, il me signale deux erreurs. À la ligne 13, il me dit use of utilisation d'une valeur non initialisée. Excusez-moi, vu le nombre d'heures de sommeil, je ne vais pas me risquer sur l'anglais. Et il me signale une écriture invalide de taille 4 octets à la ligne 13. Vous voyez ici ce petit bloc-là. Alors il va vous cracher énormément de choses Valgrind, hein, donc de manière générale, commencez toujours par lire la première erreur. C'est exactement comme quand on débug. Donc, il me dit que l'adresse machin n'a pas été malloquée récemment ou libérée, donc il y a un souci, ligne 13. Je me rends en effet compte que j'ai bien oublié mon malloc. Parfait. Corrigeons ceci. Excusez-moi. Recompilons. Réexécutons Valgrind. Ah, là, tout va bien. Vous voyez, le résumé de mon tas me dit il y a bien une allocation, mais il y a bien une libération. Il y a eu 40 octets d'alloués, ce qui correspond, vu que j'ai 10 entiers. Donc, tout baigne dans le meilleur des mondes. Voyons voir un petit peu ce qui se passe si j'oublie un free. Le free, l'oubli du free, c'est une erreur qui est plus traître. C'est ce qu'on appelle un trou mémoire. En fait, quand vous faites ça, vous demandez au système d'exploitation de vous allouer de la mémoire grâce à malloc. Et quand vous oubliez de le libérer, votre tâche se termine, mais le système d'exploitation ne va pas, a priori, réutiliser ce petit bout de mémoire parce qu'il est toujours marqué au nom de votre process. Donc ça contribue à rendre de la mémoire non utilisable, non accessible, et on ne peut même pas la retrouver une fois que la tâche est terminée. Donc c'est ce qu'on appelle un trou mémoire. C'est une des erreurs les plus fréquentes en C. En C++, c'est pas censé arriver si vous faites les choses bien, mais c'est loin d'être le cas tout le temps. Donc je recompile mon petit exécutable avec l'erreur que je viens de générer. Je réapplique le même outil. Et donc vous voyez bien qu'il me le signale, a leak, donc une fuite mémoire. Il me dit que j'ai 40 octets qui sont toujours définitivement perdus. Hein, donc j'ai fait un malloc, j'ai pas fait de free. Et il me signale que le malloc avait été exécuté, comme vous le voyez ici, au main.c à la ligne 10. Main.c à la ligne 10, donc il ne trouve pas le free, mais il vous montre le malloc correspondant. Ça vous permet comme ça de vous y retrouver très rapidement.
Donc je pense que là, vous commencez à voir un petit peu l'intérêt de la chose, hein. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui va vous sauver la vie et qui va vous permettre de voir des erreurs que vous ne verrez ni par GDB ni en exécutant. Une fuite mémoire, c'est totalement discret. Regardez, si j'exécute mon test, il ne se passe rien, il n'y a pas d'erreur. Je n'ai pas violé d'espace mémoire, j'ai bien alloué ma mémoire, juste à chaque fois que je lance test, je perds 40 octets de RAM. Je les perds au sens où je ne peux plus les réutiliser. Voilà. Donc ça, honnêtement, Valgrind, c'est quelque chose qui, comment dire, qui est à intégrer. Vous voulez lâcher un programme dans la nature, avant de réaliser une version, passez-lui un coup de Valgrind, vérifiez comme ça que votre programme n'a pas de trou mémoire, et globalement, vous vivrez beaucoup plus heureux parce qu'il y aura moins de retours, il y aura moins de problèmes, surtout sur des machines qui ne rebootent pas. Voyons voir un petit peu dans le cadre d'une variable non initialisée ce que ça peut donner. Donc je vous ai préparé un autre petit code, alors là que j'ai vilement volé sur internet, hein, je ne le cache pas. Hop. Oui, quand je copie, c'est mieux de donner la destination, paraît-il. Voilà. Et on va regarder un petit peu ce programme-là. Donc, ce petit programme-là, c'est un exemple. Hein. Il est censé faire la somme, alors je ne sais plus de quoi, de 0 à 9, je crois. Non, tout à fait. Donc il va construire un tableau dans lequel il va à chaque fois stocker i dans la im variable. Hein, donc la case 0 contient 0, la case 1 contient 1, la case 2 contient 2 et ainsi de suite. Et ensuite, il fait la somme, il retourne le résultat, d'accord, et on est censé visualiser ce résultat. Le programme en lui-même n'a pas l'air trop foireux, et pourtant il nous réserve quelques petites surprises. Alors, on le compile comme on le fait d'habitude. Voilà. Si je l'exécute, il me fait bien la somme de 0 à 9. Il me dit que c'est 45. J'avoue que je n'ai même pas vérifié. C'est pas trop le problème mathématique qui nous intéresse pour l'instant, mais en tout cas, mon programme s'exécute, vous voyez, de manière répétable, sans aucun souci. Malheureusement, beaucoup trop de développeurs s'arrêteraient un petit peu là. Alors, voyons voir un petit peu ce que ça donne si je le teste. Je le lance. Alors, le moins tout légal même check, en pratique, vous n'avez pas besoin de le mettre. C'est-à-dire que si vous le lancez sans préciser l'outil, c'est toujours même check qui démarre, en tout cas pour les versions actuelles de Valgrind. Donc, je vais me simplifier un peu la vie. Je vais juste lancer le valgrind./test. Et je me rends compte qu'il me parle beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Commençons par le résumé de la pile. Une allocation, une libération, 1024 octets ont été alloués, il n'y a pas de fluide possible. Donc ce n'est pas un problème de malloc et de free. Remontons un petit peu et allons voir plus en détail. Alors comme je vous le disais, on commence toujours par les premières lignes. Alors, hop, voilà, excusez-moi. Voilà. Donc il commence par me signaler, printf à la lib machin, on s'en fout, tac. Il me annonce en ligne 29 de main.c que j'ai un jump ou un move qui dépend d'une variable non initialisée. Alors main.c ligne 29, on est clairement sur un printf. Ah. Pourquoi donc? Quelque part, on a une des deux variables qui est très probablement en cause, hein, soit ArrayLength, soit ArraySum. Si on regarde un petit peu, pour l'instant, je ne peux pas en savoir beaucoup plus. Je peux toujours aller jeter un petit coup d'œil. Hein. ArrayLength, elle est clairement initialisée. D'accord? Ici. Donc, ce serait plutôt dans un problème avec ArraySum. ArraySum est déclarée ici. Elle est censée être initialisée avec le retour de la fonction sum. Si je vais voir sum, sum, son return est là, mais regardez bien, elle est déclarée,
Puis je fais des plus égales dedans, donc je fais arraySum égale elle-même plus quelque chose, mais il y a un problème de valeur initiale. À aucun moment, pour démarrer cet algorithme-là, pour démarrer cette chaîne, je n'ai donné de valeur à arraySum. Donc après une courte enquête, on en déduit assez facilement que le problème est vraisemblablement ici. On peut en savoir un peu plus en utilisant l'option --, track origin. Donc, alors je ne sais jamais si c'est au singulier ou au pluriel, je crois que c'est au pluriel. Valgrind --, track origins égale yes de mon exécutable. Et là, il va essayer de remonter un petit peu. Vous voyez, j'ai un peu plus de détails. Oula. Attendez, on va le relancer. Hop. Donc, il me dit que l'erreur est dans le main 2.c ligne 29. Donc, c'est bien ici que l'erreur a été déclenchée. Mais il me précise que la variable non initialisée a été créée par une allocation de la pile à la ligne 10. Et vous remontez, vous voyez bien que c'est dans somme qu'il y a un problème. Voilà. Donc, on retrouve beaucoup plus facilement l'erreur grâce à cette option-là. Corrigeons cette petite erreur. Hop. Réexécutons-le. Enfin, recompilons-le d'abord. Donc gcc -g -hôtesse main 2.c. Ça fait toujours 45, ça fonctionne. Alors j'en entends qui doivent me dire, mais attends, comment ça se fait que ça donnait quand même le bon résultat avec une variable non initialisée, etc. Là, faites attention parce que GCC peut vraiment vous jouer des tours. Hein. Il m'est arrivé déjà de découvrir qu'une variable non initialisée, quand je compilais en mode normal, était clairement non initialisée, et que quand je compilais en mode debug, elle était initialisée à 0. Donc les options de GCC peuvent des fois vous jouer des petits tours. On peut regarder si c'est le cas ici, hein, je n'en sais rien du tout. Voyons voir ce que ça donne si je compile sans le -g. Hop, si je compile le bon, ça ira beaucoup mieux. Excusez-moi. Non, bon, pas de différence dans ce cas-là. Tant mieux. Mais je vous avertis quand même, méfiez-vous avec ce genre de blague-là. Alors, allons voir ce que nous dit Valgrind maintenant, si je réanalyse correctement la chose. Ah, visiblement, vu comme il râle, il y a un autre problème. Tiens, 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 c'est intéressant. Voyons voir un petit peu où peut se situer ce problème. Je vois Alex qui nous dit qu'effectivement, quelquefois, c'est du vaudou. Oui, je confirme. Ce que fait GCC en dessous est loin, loin d'être toujours simple. Alors, c'est étrange. Est-ce que j'ai sauvé, moi, avant de compiler? Parce que là, il me resignale la même erreur. Voyons voir si j'ai raté quelque chose. Tac, 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 tac. Stack allocation, main.c, ligne 20. Alors, où me suis-je trompé? Visiblement, c'est dans le array length. J'ai un size of array sur size of array de 0. Clairement, c'est pas une très très bonne pratique de faire ça. On va pas trop s'embêter. On va mettre 10. Hop. Qu'est-ce qu'on obtient? Alors moi, ce que je fais souvent, c'est que je le redirige, ou alors je fais un pipeless pour voir les choses un peu plus confortablement. Ah ben là, c'est raté. Décidément, ça c'est fiche qui m'embête.
On va revenir à Bash, hein. Des fois il faut revenir aux pratiques. Track origins égale is./test et supérieur output.txt. Voilà. Comme ça au moins. Alors, il me signale toujours ligne 29 un souci. Pourquoi donc? Ouais, c'est ce que je vois aussi. Donc pour lui, ça arrive ligne 20. Array sum égale sum de array virgule array length. On va voir ça, on va trouver. Tout que... Hop, là je le récupère, %d, %f. Alors, déjà, il y a des choses que j'aime pas. Vu que c'est un double, je devrais être en %lf. On va voir un petit peu ce qui l'embête. Voyons voir. Donc, double étoile array, constant array length. Là, hop. Là, ça devrait le faire maintenant que j'ai le array sum. Ah ah, j'ai trouvé pourquoi. Alors là, c'est particulièrement vicieux. Regardons un petit peu plus loin pour une fois. En fait, si vous regardez cette partie-là, donc Valgrind me dit ligne 29 et la stack allocation arrive clairement de la ligne 20. Donc clairement, c'est à propos du double array qu'il a un petit souci. En fait, là-dedans, vous voyez, j'ai une séquence d'initialisation qui remplit array, puis je fais la somme. Jusque-là, j'ai envie de dire tout va bien. Sauf que là-dedans, vous voyez, la somme se fait bien de 0 à array length moins 1, donc ça je suis d'accord, mais le remplissage ici est clairement décalé. Et en effet, à cause de ce décalage-là, en fait, array de 0 est non initialisé. Donc ici, je devrais commencer à 0. Et bah, on le voit, la limitation ici ne va pas. Alors, on va le recompiler. Hop, du coup, un petit gcc -g -au test main2.c. Quand on l'exécute, ça fonctionne toujours. Et si je lance le Valgrind, eh bien voilà, c'est résolu. Donc, on avait toujours un problème de valeur non initialisée, tout simplement parce que dans la somme ici, le array de 0 était pris en compte, alors que comme je l'avais mal rempli, le array de 0 n'était pas initialisé. Voilà. Donc, vous voyez, Valgrind, son premier module memcheck, c'est déjà l'arme absolue sur tout ce qui va être malloc, sur tout ce qui va être free, oubli du free, mais également sur tout ce qui va être utilisation dans un calcul d'une variable que vous avez oublié de remplir. Voilà. Donc l'usage de la mémoire en lui-même, c'est très sain de le vérifier. Là-dedans, comme je vous disais, première étape, vous voulez distribuer un code, compilez-le, exécutez-le. Et quand vous voyez ce magnifique résultat qui vous dit « il n'y a pas d'erreur, toutes les allocations correspondent à un fruit, et puis il n'y a pas de fuite possible », là vous êtes prêt à envoyer le code. Il peut encore y avoir d'autres problèmes, mais au moins il n'y aura pas de problème mémoire.
Je vous propose maintenant de passer à un deuxième outil qui fait toujours partie de la suite Valgrind, qui s'appelle CacheGrind. Alors, là, ça va demander juste un petit rappel en informatique qui me semble important, à savoir l'utilisation du cache. Comment dire? Lorsque votre processeur recherche une donnée, en fait, il ne va pas la rechercher d'abord en RAM, parce que la RAM demande un certain temps d'accès. Voilà, c'est un circuit électronique qui se situe loin. Et donc, s'il allait directement en RAM, votre machine serait beaucoup moins rapide. En fait, il dispose d'une petite mémoire, de ce qu'on appelle un cache, qui est très proche du processeur, qui s'appelle le cache L1. C'est une sorte de mémoire temporaire. Quand vous cherchez une donnée, il va d'abord aller voir dans le cache L1 si elle y est. Si vous l'avez utilisée récemment, elle y sera. Et dans ce cas-là, il aura gagné du temps. Si jamais il ne trouve pas dans le cache L1, il va aller chercher ailleurs. Ailleurs, c'est où? Souvent, c'est dans un cache de deuxième niveau, qu'on appelle le cache L2. Le cache L2, avec un peu de chance, vous le trouverez dedans. Si ce n'est pas le cas, vous allez rechercher en RAM. Donc vous avez deux niveaux de cache, le cache L1, le cache L2, puis la RAM. Ça, c'était sur les vieux processeurs. Sur les processeurs modernes, vous avez souvent au moins 3 caches. L1, L2, L3. Et ces caches peuvent être soit différenciés, soit ne pas l'être. Le cache L1 est toujours un cache différencié, c'est-à-dire qu'en fait, il se compose de deux caches. Le cache I1 qui contient des instructions et le cache D1 qui contient des données. Donc en fait, votre L1 est formé de I1 et D1. Votre cache L2 sur les vieilles machines était un cache qui lui était unifié, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de séparation entre instructions et données. Si vous écrivez correctement votre algorithme, en fait vous allez utiliser dans la même portion du code les mêmes variables, ce qui fait que vous allez avoir une utilisation très efficace du cache L1. Si vous écrivez la même chose de manière plus maladroite, en fait vous allez par exemple utiliser la variable, je dis n'importe quoi, i, puis ne plus l'utiliser pendant très longtemps, puis de nouveau faire appel à elle et donc avoir des défauts de cache. Ça fonctionnera, il n'y a aucun problème là-dedans, mais vous ne serez pas le plus rapide possible. Là, on est vraiment en train de chasser le microcycle, on est vraiment en train d'essayer de voir comment optimiser de façon très très fine le code qu'on a écrit. Le prof qui est en moi ne peut pas s'empêcher de vous rappeler qu'il vaut mieux d'abord améliorer l'algorithme avant d'aller améliorer l'utilisation du cache. C'est-à-dire que si vous utilisez un algorithme de complexité n carré ou n cube, là où vous avez un algorithme équivalent en complexité logarithmique, allez pas chercher le cache. Vous êtes en train de vous intéresser à la verrue sur le bout du pied alors que le patient est en train de mourir de la lèpre. Bon, ceci étant dit, si vous avez bien écrit votre code, si votre algorithme est correct, la mise en musique de l'algorithme peut bénéficier de petites optimisations dans ce goût-là. Du coup, comment fonctionne Valgrind? Valgrind, il va ni plus ni moins que émuler un processeur et faire tourner votre code sur ce processeur et surveiller l'utilisation du cache. Sur ma machine, qui est qui doit être un i7 si ma mémoire est bonne, c'est une génération de processeurs un peu plus évoluée que les anciennes, donc il y a au moins 3 caches, L1, L2, L3. Valgrind va surveiller l'utilisation du premier et du dernier, donc du L1 et du L3. Alors, malheureusement, j'en suis désolé, CacheGrind plus particulièrement, Valgrind et plus particulièrement CacheGrind, part du principe qu'il y a L1, L2, et si c'est des processeurs plus récents que ça, il surveille le premier et le dernier. Donc il y a L1 et LL, voilà, comme le dernier cache. Et il va vous montrer l'utilisation de ces caches. Alors, on va se faire un petit peu de nettoyage, et on va vous montrer ça tout de suite. Juste histoire d'être sûr, je sais, je suis paranoïaque, mais les gens qui me connaissent savent que je suis aussi extrêmement étourdi. On va se recompiler pour être sûr de partir dans de bonnes bases. Allons-y avec Valgrind. Donc, cette fois-ci, l'outil qu'on va utiliser n'est plus memcheck, mais CacheGrind. Voilà. Et on va lui donner un exécutable. Alors, on peut lui donner test. Voilà, il ne sera pas très très intéressant, mais on peut toujours lui donner test. Et vous voyez tout de suite le résultat. Voilà. Comment lire tout ça? Alors,
là, c'est le nombre de références au cache à la recherche d'une instruction. Et là, c'est le nombre de références au cache à la recherche d'une donnée. Vous voyez ensuite le nombre de fois où il a fait un défaut de cache, c'est-à-dire l'instruction n'était pas dans le cache de niveau 1. Donc I1, 1179 fois, ça a foiré. Et le cache de niveau 3, il l'a appelé 1156 fois. Donc 1156 fois, il ne l'a pas trouvé non plus. Ce qui nous donne quand même des pourcentages d'échecs qui sont très réduits. Donc là, c'est plutôt signe d'un code qui n'est pas trop mal écrit. Je dirais même là, ça ne vaut pas le coup de se pencher sur l'optimisation. On a la même chose au niveau des données. Voilà. Donc, il a essayé d'accéder 60 186 fois à des données, donc au cache des données. 46 557 fois en lecture, 13 629 fois en écriture. D'abord, le cache L1 a répondu, et il a échoué 3139 fois, dont, voilà, 2495 en lecture et 644 en lecture. Quand le cache L1 a échoué, on a appelé le cache L2. Quand le cache L2 est échappé, enfin, n'a pas réussi, on a appelé le cache L3. Ce cache L3, vous voyez, on a essayé 2628 fois de lui parler, et à chaque fois, ça a foiré. Enfin, pardon, on a eu 2628 échecs de cache de niveau 3. On lui a sûrement parlé plus souvent que ça. Donc là, vous voyez clairement la répartition, aussi 5% d'échecs, c'est pas dramatique. Donc on est sur un programme qui est relativement sain. Vous n'avez pas besoin d'exécuter ça forcément sur un exécutable que vous avez généré vous-même. Hein. Si je veux m'amuser, je peux très bien l'exécuter sur la commande ls. Voilà, vous verrez exactement de la même manière les performances en termes de cache de l'exécutable ls. Ça pose absolument aucun souci. Alors, je vois dans mes petites notes, je sais que ce ne sont pas des données très à jour, mais ça vous donne quand même une petite idée. Lorsque j'ai un échec de cache L1, en fait, je perds 10 cycles. Voilà. J'ai 10 top horloges pendant lesquelles cet échec m'a coûté 10 top horloges. Voilà. Et lorsque j'ai un échec de cache L2, ça me coûte 200 cycles. En moyenne, hein, c'est pas une mesure exacte. Donc là-dedans, voilà, ça vous donne un petit peu l'intérêt en termes de performance de vous intéresser à ces caches. On peut aller un peu plus loin et voir ça de manière beaucoup plus détaillée. Alors ça, j'aime beaucoup. Quand je lance cache grind, vous voyez, il m'exécute cache grind et il me génère un fichier de résultats. Alors, pour l'instant, ceux-là, on va les effacer et on va en régénérer un tout beau, tout propre. Hop. Voilà, je lance un test, vous le voyez. Un fichier s'est généré avec cachegrind.out. Et en général, là, c'est le numéro du process qui avait été lancé. Et je vais vouloir visualiser un petit peu, de manière plus détaillée, ces échecs. Alors, je peux utiliser cgannotate, qui est un petit utilitaire qui est fourni avec Valgrind. Ça fait partie exactement du même paquet. Et je vais lui donner le nom de ce fichier out. Et là, j'ai déjà des instructions qui sont plus détaillées. Ah, je vois qu'il y a des questions dans le chat. Est-ce qu'il y a des valeurs échelons auxquelles on devrait commencer à se préoccuper du taux de miss? Je ne peux pas vraiment parler de valeur échelon parce qu'on est en best effort, Eric. Ce que je peux te dire plutôt, c'est ça dépend complètement de ton application. Si tu es en train de faire un petit utilitaire qui, je te dis n'importe quoi, ouvre un fichier, récupère 3 informations et les affiche. Honnêtement, le nombre de défauts de cache, on s'en fout. Ton programme va s'exécuter pendant 20 millisecondes, cracher ses résultats à l'écran, et on n'est pas à 200 ou 300 top horloges de plus ou de moins. Il faut se rappeler que voilà, vous êtes sur des machines à 2,7, 3 GHz, donc 3 milliards d'opérations par seconde. C'est pas 200 qui vont changer grand-chose. On va plutôt s'intéresser à ça lorsqu'on est dans des opérations, dans des programmes qui sont très très contraints
en termes de temps d'exécution. Là, les applications que j'ai en tête, c'est plutôt le système embarqué sur un véhicule, sur un avion. C'est plutôt toutes les applications qui vont être robotiques, systèmes chirurgicaux, aviation, espace. Voilà. On est dans des applications où là, ne pas répondre dans un minimum de temps peut être un véritable problème. Voilà. Dans la plupart des autres cas, il vaut mieux s'intéresser à l'algorithme qui est derrière, il vaut mieux essayer de mieux écrire son algorithme, de diminuer le nombre de boucles, etc., que d'essayer d'optimiser le cache. De toute façon, ça a un côté aussi bon sens. Quand tu optimises l'algorithme, tu l'optimises, j'ai envie de dire, quel que soit le matériel sous-jacent. Quand tu commences à optimiser les accès au cache, etc., ton code n'est plus si générique que ça. Il devient très adapté pour une architecture particulière. Donc on est plutôt en train de parler d'applications très très bas niveau. Alors, ce CG Annotate, qu'est-ce qu'il fait? Il vous montre exactement la même chose, mais cette fois-ci, à droite, vous pouvez voir le nombre de fois par fonction. Par exemple, dans la fonction strcmp, voilà, j'ai eu tant de ratés en lecture, enfin tant de ratés sur les instructions, tant de ratés sur les données en lecture, tant de ratés sur les données en écriture, etc., etc. Donc vous pouvez le voir un petit peu. Alors je sais, ça doit vous paraître un petit peu compliqué, mais quand vous appelez par exemple la même copie, le même copie appelle lui-même un certain nombre de sous-fonctions qui sont cachées à l'intérieur de vos librairies standards. Donc là, il vous crache tout, hein. Il vous montre vraiment chaque fonction, chaque sous-fonction appelée par votre code. On peut encore un petit peu simplifier ça en lui donnant le source, de façon à ce qu'il relie en fait ses résultats par rapport à votre code source. J'aimerais vous dire qu'il suffit de faire ça. Mais ce matin, j'ai perdu une bonne heure et demie en préparant ce stream, comme quoi j'ai bien fait de le préparer, en essayant de taper ça, parce qu'il me disait, voilà, vous le voyez en bas, aucune information n'a été collectée pour main2.c. Pourquoi? Alors, j'ai essayé comme ça, avec un chemin relatif, ça marche pas. Eh bien, croyez-moi si vous le voulez, mais il faut lui donner un putain de chemin absolu. Et là, je vous avoue que j'ai détesté cordialement et à vie le mec qui a écrit cet outil. Donc, qui que tu sois, illustre inconnu, je te remercie pour CG Annotate, mais puisses-tu pourrir en enfer. Donc, là, vous voyez cette fois-ci, et je pense que c'est beaucoup plus lisible que le précédent, les ratés de cache, etc., mais en face de chaque ligne. Donc la comptabilité est faite, par exemple pour une initialize séquence, quand vous l'appelez à cet endroit-là, vous avez 5 accès, etc., etc. Et après, vous pourrez aller voir les détails au sein de chaque fonction. Donc vous voyez, là, c'est quand même beaucoup plus lisible, très très utilisable. Enfin voilà, CacheGrind et CG Annotate, c'est deux outils que je trouve très très bien. Franchement, là, bon, si vous en êtes à, comment dire, si vous en êtes à ce niveau-là d'optimisation, c'est déjà que vous êtes un cador en algorithmique, hein, on est bien d'accord. Mais franchement, c'est de l'outil de luxe. Hein. Il n'y a pas beaucoup de plateformes sur lesquelles j'arrive à avoir autant de détails quand je développe. Si tout vous va bien, je vous propose de passer à un troisième outil de la suite qui s'appelle CallGrind. Donc pour l'instant, on a vu MemCheck pour la mémoire, on a vu CacheGrind pour la surveillance des défauts de cache, et je vous propose de passer à CallGrind. Ah, Limbo me dit tant de violence et de haine. Oui, c'est assez, comment dire, commun sur mes streams, bizarrement. Alors, CallGrind, là, le but, c'est de regarder combien de temps on passe dans chaque fonction. Et bon, alors on va aussi essayer d'avoir le graphe des appels, hein, qui appelle qui. Mais finalement, si votre code est trop lent, est-ce que ça vaut vraiment le coup de s'intéresser à tout? Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous arracher les cheveux sur les lignes 22 à 28 alors qu'en fait, votre code, il perd du temps dans les lignes 500 à 540.
Voilà, c'est de faire du profiling de code, c'est-à-dire de savoir où est-ce que vous passez du temps d'exécution pendant un programme. L'appel, il n'est pas très différent d'habitude. Alors, je vais juste virer le fichier cachegrind pour pas qu'il m'embête. Voilà. Et je vais appeler un volgrind. Donc, cette fois-ci, l'outil sera callgrind, toujours sur mon exécutable. Bon, là, à la sortie, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on en fait? Ben, pas grand-chose, hein, vous voyez. Il a compté simplement le nombre d'instructions. Donc, il y a 193 058 instructions qui ont été faites par le processeur quand j'ai exécuté ce code. Super, merci Seb, c'est vachement utile ton truc. Bon, allons un peu plus loin que ça. Alors, il existe un outil qui ressemble à CG Annotate, d'accord, mais qui s'appelle callgrind annotate. Attention à ne pas confondre les deux. Alors là, ça va être un peu la fête de l'option. Donc on va lui dire auto égale yes. Comme ça, il se débrouille au maximum sur les annotations. Et on va lui donner le petit fichier qu'a généré le callgrind que je viens d'appeler. Donc ici, c'est callgrind.out.12719. Et comme je suis un mec bien, je vais aussi lui donner le chemin vers le source. Donc, puisqu'on parlait de place en enfer, vous êtes gentil, vous m'en réservez deux. Hein. Après notre petit copain de cachegrind, merci de mettre à cuire également notre petit copain de callgrind. Voilà, parce que franchement, le coup du chemin absolu, il pourrait au moins le dire dans la doc, c'est rare. Ou alors si c'est dans la doc, j'ai pas vu. J'ai juste rajouté un petit underscore ici. Et forcément, j'ai une erreur. Oui, bah bien sûr, si je tape que la moitié de la commande, c'est callgrind annotate. Et voilà. Alors, on va retrouver quoi? Donc, on retrouve le petit résumé de départ, là on s'en fout, et on va retrouver le nombre d'instructions pour chacune des fonctions de votre code. Donc là, vous voyez, par exemple, si je m'intéresse au malloc, j'ai perdu en tout 449 instructions dans le malloc. Voilà, alors typiquement, par exemple, dans malloc, je passe pas tant de temps que ça, visiblement, là où je passe du temps, c'est dans DL à DDR, où je vais passer 66 301 instructions. Bon, ce qui n'est pas normal non plus. Et quand je lui fournis le source, voilà, avec le fameux chemin complet, vous le voyez par rapport à vos lignes. Voilà. Donc, du coup, là, typiquement, si vous regardez bien, il y a quand même des petites choses qui sont plus consommantes en temps que d'autres. Hein. Bon, clairement, sans grande surprise, c'est les boucles. Jusque-là, c'est assez logique. Oh, je vois qu'Alex repart du côté de l'Égypte. Spécial dédicace à Maxou, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui, je pense, appréciera la petite référence à Osiris. Bon, c'est beau ça, hein, ces petits outils texte. Alors, ça peut paraître un petit peu austère, mais franchement, c'est vraiment très très sympa. Alors, comme on n'est pas des barbares, il existe aussi un autre outil qui vous permet de visualiser ça en mode clic-clic bouton neuneu. Enfin, neuneu, on va dire que c'est du neuneu niveau 2 vu les informations qui sont cachées dedans. Cet outil s'appelle kcachegrind. Alors attention, il faut l'installer séparément, il ne fait pas du tout partie de Valgrind au départ. C'est un outil en plus développé par le projet KDE si ma mémoire est bonne. Kcachegrind, voilà, hop. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Alors attendez, je vais essayer. Oui, super. Est-ce qu'il y a moyen de l'avoir un peu plus concentré? Non, visiblement pas. Bon, ben, on va se le mettre en plein écran. Donc je ne vous vois plus pendant quelques minutes. Voilà, vous voyez la même chose par fonction. Vous voyez le temps passé. Et vous voyez à chaque fois les graphes. Alors, on peut s'amuser à volonté avec. Hein. Vous pouvez voir le graphe des appels, vous pouvez voir toutes les fonctions appelées, vous pouvez voir toutes les fonctions qui appellent. Alors main par exemple c'est peu intéressant, mais par exemple strcmp, on peut aller voir quelles sont les fonctions qui appellent strcmp.
On peut s'intéresser au code machine correspondant, etc., etc. Pour peu qu'on ait passé les bonnes options à CallGrind. Donc, c'est juste une surcouche graphique, hein, c'est un clic-clic bouton au-dessus de l'outil complètement texte qui est en dessous. C'est des fois plus confortable. Moi, j'avoue, je préfère regarder à l'écran, savoir ce que j'essaie d'afficher. Je trouve ça plus clair. Là, j'ai un petit peu de mal des fois à lire certaines choses, surtout avec les traductions en français, parfois un petit peu aléatoires. Mais bon, je pense que l'outil vaut largement le détour. Il me reste quand même une petite chose à vous faire remarquer. Alors, voyons voir où est-ce que c'est. Bon, je le vois pas, ça m'énerve. Hop. Alors, où est-ce que c'est? Bon, je le retrouverai, vous en faites pas. C'est un peu plus tard. Mais en fait, on peut visualiser le nombre d'instructions passées dans la fonction elle-même, y compris les sous-fonctions, et le nombre d'instructions passées uniquement dans les sous-fonctions ou uniquement dans la fonction elle-même. Voilà. Je ne sais plus du tout où ça s'affiche, je vous avoue. J'essaierai de... Là, j'ai un petit trou de mémoire, j'essaierai de voir ça d'ici tout à l'heure. Bon, tout ça, c'est pas mal. Ça commence déjà à vous donner une bonne vue de ce qui se passe en dessous de votre niveau C, c'est-à-dire commencer à avoir déjà une visualisation de la machine en elle-même. Je vais continuer et bon, je pense que je vais même finir sur un dernier outil que j'aime beaucoup, qui s'appelle Massif, qui fait lui aussi partie de Valgrind. Alors, à quoi sert Massif? Massif sert à visualiser l'état de votre tas. Alors, l'état de votre tas. Bon, j'en entends déjà qui doivent crier titre. Il existe 2 zones mémoire associées à chaque processus que vous exécutez. La pile et le tas. La pile contient toutes les variables, bon, c'est un peu vite dit comme ça, mais contient tout ce qui va être déclaration statique. Voilà, le petit int i là, qui se trouve ici, il va être déclaré en général en pile. Le tas, lui, sert pour toutes les allocations dynamiques. Donc quand vous faites un malloc, par exemple, c'est du tas. Voilà, votre pointeur est stocké en tas, et on va comme ça avoir une translation d'adresse. Peu importe les détails, encore une fois, il faut juste savoir que ce soit la pile ou le tas, ces quantités de mémoire sont limitées. Dans le cadre de la pile, en général, on a vite fait de l'exploser quand on fait une récursion. Dans le cadre du tas, il vaut mieux quand même éviter de le faire grossir outre mesure. Donc, on va s'intéresser à l'outil Massif qui vous permet c'est un profiler de heap profiler, un profiler de tas, qui va vous permettre un petit peu de surveiller comment votre tas évolue durant l'exécution du programme. Donc, excusez-moi, je tape des bêtises dans la mauvaise fenêtre. Donc, je suis toujours dans main2.c. Juste histoire d'être sûr de mon coup, je vire mes fichiers temporaires, je vire mon exécutable et je recompile uniquement le main2.c. Voilà. Pas de souci à ce niveau-là. Et je vais pouvoir lancer l'outil Massif. Alors, valgrind, --tool égale Massif, et mon exécutable. Simplement, ce que je vais faire cette fois-ci, je vais lui rajouter une petite option que je vous conseille de mettre systématiquement. Voilà. Parce que sinon, dans le graphe que vous allez générer, l'échelle horizontale ne va pas être terrible et vous n'allez pas voir grand-chose. Donc, vous lancez ceci,
il exécute le programme, il enregistre l'historique des utilisations du tas et il vous génère forcément un massif.out.pid. Et pour visualiser votre résultat, vous utilisez msprint comme massif print. Voilà. Et vous obtenez un beau graphique en mode texte qui vous montre l'utilisation du tas. Alors ici, comme vous le voyez, à un moment, on a dû faire une petite allocation. Hop, et là, on voit réellement monter l'utilisation de mon tas. Vous voyez aussi par fonction où est-ce que c'est fait, etc. Donc là, clairement, le coupable, c'est dans le printf. Bon, ceci étant établi, c'est bien sympa. On peut jouer avec à volonté, parce que rien ne vous empêche d'exécuter Valgrind sur d'autres outils. Je sais pas moi. Hop. Donc là, il a dû me générer un deuxième fichier out, donc le 1443. Vous voyez, sur ls, déjà, j'aurai des résultats un peu plus complexes sur les allocations mémoire. Hop. Et je peux voir comme ça qu'il alloue mon tas, qu'il le désalloue, qu'il le réalloue, avec à chaque fois des petits pics présents. Bon, à montrer en présentation à votre éventuel client, on est d'accord que le mode texte, c'est pas forcément l'idéal. Il existe là aussi un autre outil qui est externe à Valgrind, donc à installer séparément là aussi, qui s'appelle Massive Visualizer. Donc vous le lancez avec votre fichier. Alors, je vais juste virer celui qui ne m'intéresse pas. Donc je lance Massif. Je clique sur mon truc. Et là, on a quelque chose qui est quand même un peu plus graphique, un peu plus utilisable. Et bon, je vous laisse là aussi jouer un petit peu. Mais vous pouvez l'analyser par process, vous pouvez l'analyser par fonction, etc. etc. C'est d'ailleurs une petite chose que je ne vous ai pas dite par rapport à Valgrind, c'est que Valgrind est réellement un outil très très abouti. Il est capable de travailler en multithread, il est capable de travailler en monothread comme là vous le voyez, enfin exactement comme GDB en fait. Ce sont vraiment des outils qui sont totalement professionnels. Ah, je vois qu'il y a quelques commentaires. Eric, cet outil semble super bien pour dessiner des bâtiments ou tours en texte. Alors mon cher Eric, je te conseille de chercher un vieux jeu sur, ça devait être le MS-DOS 5 qui s'appelait Banana, où on s'amusait à se lancer des bananes d'un gorille à l'autre au-dessus des immeubles. Et je pense que c'est tout à fait ce que tu cherches, si tu aimes les immeubles en mode texte. Je ne te connaissais pas ce goût-là, mais bon, on ne sait jamais. Ah oui, lancer un Valgrind sur Hanoi. Ça, c'est très très intéressant à faire. Attention néanmoins, parce que là, pour le coup, ce sera sûrement beaucoup plus intéressant sur un call grind, pour voir un petit peu le temps passé dans chaque fonction, les appels, etc. Sur un... Comment dire, sur un massif, je pense que tu n'auras pas beaucoup d'appels au tas, proprement dit. La plupart des choses sur l'implémentation récursive de Hanoi se font en pile, vu que c'est du récursif, justement. Alors, écoutez, pour finir ce petit stream d'une heure, je vais vous citer 2-3 autres outils que j'aime beaucoup. Tout d'abord, Dehat. Dehat, c'est un autre outil de Valgrind. C'est toujours vis-à-vis du tas, du heap, mais là, c'est plutôt sur le côté dynamique. Donc, c'est vraiment complémentaire. Je pense que là, c'est un peu too much pour un petit stream d'une heure, donc éventuellement, on le reverra un jour. Ce que je pense faire, c'est prendre le temps de vous parler à l'occasion de tout ce qui est programmation multiprocess ou multithread. Et à cette occasion-là, on verra comment on fait un programme multithread, on verra quel problème ça pose, et on s'intéressera aux 2 autres modules de Valgrind dont je ne vous ai pas encore parlé, à savoir Hellgrind
Finalement, c'est peut-être qu'ils les ont foutus en enfer, hein, ces deux développeurs. Et DRD, qui sont tous les deux des outils vraiment pour la détection d'erreurs dans les threads et dans les programmations multithreadées. Bon, le faire maintenant, ce serait un petit peu prématuré par rapport aux avancements de Stream. Je pense qu'il faut d'abord se poser les questions du multithread, des problèmes que ça pose, et ensuite utiliser Valgrind ou utiliser ce type d'outil-là pour réussir à trouver les erreurs qu'on fait en multithread. Et croyez-moi, il y en a un paquet. Voilà. Bien écoutez, on avait dit qu'on essayait de rester sur des formats d'1 heure pour les séances de tuto, donc je vous dis au revoir. Merci à vous d'avoir été au rendez-vous encore une fois. J'espère que ces petits streams vous plaisent toujours autant. N'hésitez absolument pas, que ce soit sur Discord, par mail ou dans le chat, à faire des suggestions. Si vous voulez qu'on approfondisse quelque chose ou si un thème vous intéresse, auquel je n'ai pas forcément pensé, ou même qu'on a déjà abordé par le passé mais que vous voulez revoir, eh bien écoutez, on prend le temps, on le fait, on est là pour se faire plaisir. Voilà, je vous souhaite une bonne après-midi. Le prochain stream concernant le code, eh bien écoutez, je ne sais pas encore trop quand il aura lieu. Je pense qu'il y aura sûrement une session canapé demain. Voilà, Alex, qui est au bout du fil, nous prépare également ses interventions. Donc je sais pour l'instant, il fait des cochonneries avec des composants. Il ne va pas tarder à nous inviter à voir ça. Donc dès qu'il est prêt, je vous invite à regarder. Ah, il me dit ce soir 21h. Donc voilà, sauf petit souci technique, rendez-vous ce soir à 21h sur cette même chaîne pour une session qui sera une vraie session d'électronicien et pas d'informaticien. À bientôt!